Alors, comment on va s'en sortir avec la diarrhée chronique? On va s'en sortir en parlant la même langue. Moi, je vais mettre un peu d'accent, bien sûr, et notamment en revenant sur les définitions. On va s'en sortir en passant par la compréhension de la physiopathologie, puisqu'il ne faut jamais l'oublier, c'est vraiment la base, et quand on ne sait pas ou quand on ne se rappelle pas, si on revient à la physiopathe, on va s'en sortir, justement. Également, en se rappelant les causes les plus fréquentes de diarrhée chronique chez le chien, à la fois digestive et extradigestive, en évitant les pièges des examens complémentaires, et notamment de la biochimie sanguine. En restant alerte quant aux actions thérapeutiques, notamment qu'est-ce qu'il était dit et qu'est-ce qu'il est dit aujourd'hui en 2023, et sans oublier la vitamine B12 ou cobalamine, qui est vraiment notre petit ami dans les diarrhées chroniques. Si on part par les définitions, diarrhée ne signifie pas que selle molle. Si demain vous allez aux toilettes 5 fois dans la journée, vous avez une diarrhée, malgré que vos selles sont très belles. Mais diarrhée veut dire également un volume fécal augmenté malgré des selles qui sont de consistance normale. Donc en gros, n'attendez pas le patient qui a des selles molles liquides pour parler de diarrhée, mais demandez au propriétaire la fréquence d'émission des selles, jusqu'à 2 fois par jour chez le chien va être normal, et également le volume fécal, s'il a remarqué que ce volume de selles était plus important qu'auparavant. Concernant la physiopathologie, une diarrhée, ce n'est rien d'autre qu'une augmentation de l'eau dans les selles. Cette augmentation d'eau, elle peut être due soit parce que l'intestin sécrète trop d'eau, soit parce que l'intestin n'arrive pas à absorber la quantité d'eau qu'il normalement il devrait absorber. Et enfin, on parle de diarrhée chronique à partir de 14 jours, pour certains 3 semaines. Disons que moi je reste très attaché à Lettinger, qui est un peu la Bible de la médecine interne, qui nous dit à partir de 2 semaines, on peut commencer à parler de diarrhée chronique tous les jours, ou si un chien présente des selles molles ou une fréquence d'émission des selles 1 jour sur 3 ou de temps en temps, de façon intermittente pendant 1 mois, là encore, on est dans un contexte de diarrhée chronique. Autre chose importante d'un point de vue de définition, c'est le type de diarrhée. Cela, ça va vous aider énormément dans la prise en charge, dans la décision d'aller ou pas investiguer la diarrhée. C'est le type de diarrhée. Nous avons le type colique. C'est une diarrhée qui est mise plusieurs fois par jour, en petite quantité, qui présente très fréquemment du sang nature et ou des glaires du mucus, qui s'associe assez fréquemment à du ténesme et également à une urgence à la défécation. De l'autre côté, vous avez la diarrhée de type grêle, qui est celle qu'on va vraiment investiguer, pour laquelle les investigations vont aller très très loin, qui elle est émise avec une fréquence d'émission plutôt normale, avec un volume fécal également normal, et qui s'associe très fréquemment à une atteinte de l'état général, donc un abattement, mais également une perte de poids, une dysorexie ou une dysrexie. La dysrexie, c'est un mot qu'en français n'existe pas, moi j'adore inventer des mots. Et celui, par contre, il vient d'anglais, c'est un mot qui a été proposé en 2018, signifie le fameux appétit capricieux que les propriétaires parfois nous rapportent et nous disent en fait, si je change d'aliment, si je change d'appétence ou de consistance, mon chien mange, mais si je lui donne les croquettes qu'il a toujours mangées, il n'en veut pas. Cela, c'est une dysrexie. Et qui s'associe également, cette diarrhée de type grêle, fréquemment à des vomissements. Les causes, on va partir par les plus faciles, mais qui sont également les moins fréquentes, selon une des dernières études publiées, sont les causes extradigestives. Vous avez l'insuffisance exocrine du pancréas, qui est surtout chez les jeunes animaux, plutôt de grande taille, on se rappelle souvent le berger allemand. Vous avez les maladies du foie et ou de la vésicule biliaire. Vous avez la fameuse pancréatite, un peu surdiagnostiquée peut-être, mais qui peut s'associer à des diarrhées, qu'elles soient aiguës ou chroniques. Et après, vous avez des maladies qui vont être un peu plus rares comme cause de diarrhée. Vous avez l'hypocobalaminée congénitale qui est décrite chez certaines races comme le beagle. C'est un défaut de récepteur de la vitamine B12 au niveau intestinal que vous pouvez trouver également chez les races apparentées ou croisées qui va provoquer entre autres des diarrhées chroniques. La maladie rénale chronique, elle est fréquemment listée parmi les causes de diarrhée chronique. Après, il faut vraiment arriver à des stades avancés avant d'avoir une diarrhée, donc je pense qu'on va s'en apercevoir un peu avant. On a également l'hypercorticisme atypique. C'est une maladie d'Addison, bien sûr, mais qui ne va pas s'associer à des anomalies du ionogramme. Vous avez des animaux qui ont une taille des surrénales la plupart du temps normale à l'échographie, qui ont un ionogramme normal, donc un rapport NACA qui est normal, mais qui ont un test de stimulation à la CTH pour le cortisol qui est plat.
Et bien ça, certains pensent que c'est un pré-stade de la vraie maladie d'Addison, qui après va se transformer en fait en vraie maladie d'Addison avec un défaut d'aldostérone et donc les anomalies du ionogramme. D'autres pensent que c'est une forme à part et qu'il va falloir chercher puisqu'on en retrouve de plus en plus et qu'on traite assez facilement avec des toutes petites doses de cortisone. Et après, d'autres causes vraiment très rares de diarrhée, de causes extradigestives, les neuropathies puisqu'il y a un système nerveux à l'intérieur de la paroi intestinale et l'insuffisance cardiaque congestive. Et puis on a les causes digestives qui dans les papiers sont les plus fréquentes et qu'on dichotomise en deux types, dû à la maldigestion ou dû à la malabsorption. Dû à la maldigestion, il n'y en a pas 30 000, c'est la dysbiose, donc une altération de la flore intestinale, on en parlera après, ou des corps étrangers subobstructifs, c'est un peu plus rare, mais il y a des chiens qui gardent des corps étrangers pendant longtemps, à la fois à l'étage gastrique, voire même intestin grêle, et qui vont s'associer à une dysbiose secondaire. Et la malabsorption, qu'elle on sous-classifie avec hypoalbuminémie et sans hypoalbuminémie, pour la simple raison que l'hypoalbuminémie, c'est un facteur pronostic négatif en cas de diarrhée chronique. Donc, le localiser et l'apercevoir tout de suite, c'est important. Et donc, nous avons des causes pour la diarrhée chronique due en malabsorption avec hypoalbuminémie qui sont les gastroentéropathies répondant à un traitement immunosuppresseur qu'on a tendance à appeler MICI ou MICI, mais on verra après pourquoi il faut peut-être éviter d'utiliser ce terme. Les tumeurs dont les lymphomes, des choses un peu plus exotiques, entre guillemets, comme des mycoses ou des algues, et après toute cause de diarrhée chronique. Et les causes sans hypoalbuminémie, c'est grosso modo les mêmes de celles avec hypoalbuminémie, y incluant la dysbiose, y incluant les parasites, y incluant les allergies alimentaires. Les pièges de la biochimie sanguine, une fois qu'on a localisé le problème, il y a une diarrhée chronique, bien sûr, tout le monde va faire une prise de sang pour voir qu'est-ce qui se passe à l'étage sanguin. Eh bien, souvent ou parfois, on peut retrouver une hypoalbuminémie ou une hypoprotéinémie. C'est à ce moment qu'il va falloir penser aux causes extradigestives et peut-être les investiguer avant de se lancer sur des examens un peu plus poussés, comme une endoscopie digestive, par exemple. Et donc, si j'ai une polyhypoprotéidémie ou une hypoalbuminémie isolée, je vais tout d'abord regarder mon cholestérol. Si mon cholestérol est bas et mon animal est jeune ou présente des troubles digestifs depuis longtemps et ou a un défaut de croissance, je vais penser à une insuffisance hépatique dans un chart portosystémique. Je vais donc doser tout d'abord mes acides biliaires. S'ils sont augmentés, j'ai mon diagnostic. S'ils sont normaux, je me rappelle qu'il y a ce fameux Addison atypique. Et donc, dans ce cas-là, je vais faire un cortisol basal pour commencer. S'il est supérieur à 55, ça m'écarte la maladie. S'il est inférieur, je le stimule. Si ma stimulation est plate, j'ai de nouveau mon diagnostic, je suis content. Si la stimulation est normale, alors je vais me dire effectivement le problème vient de l'étage digestif. De l'autre côté, j'ai toujours ma pompe en hypoprotéidémie et ou une hypoalbuminémie isolée. Je vais de nouveau regarder le cholestérol. Là, lui, il est augmenté. Je vais me dire, est-ce qu'il n'y a pas une glomérulopathie, donc les fameuses maladies rénales chroniques? Je vais donc rechercher une protéinurie. Si la protéinurie est là, j'ai a priori mon diagnostic. Faites très attention à la protéinurie. Une simple inflammation du tractus urinaire peut quand même vous donner une protéinurie, donc c'est quand même à interpréter. S'il n'y a pas de protéinurie, je vais me dire, est-ce que ce n'est pas le pancréas ou le foie ou la vésicule biliaire? Je pars alors en échographie abdominale. Je dose éventuellement les paramètres spécifiques du pancréas. Si tout est normal, et ben du coup, c'est l'étage digestif, je peux y aller investiguer. Venons sur la MICI. La MICI, ce n'est pas une entité, ce n'est pas une maladie, ce n'est en aucun moment un diagnostic. La MICI, c'est une maladie humaine qui n'existe pas chez les animaux. Pourquoi n'existe pas? Parce que l'anatomie du tractus digestif des chiens et même des chats est différente, puisque la flore est différente. À titre d'exemple, l'homme est stérile chez l'homme alors qu'il est blindé, plein de bactéries d'une vraie flore chez l'animal, et parce que le fonctionnement intestinal est différent. Et chez l'animal, si on veut parler de MICI, on parle d'un syndrome qui doit recouvrir toutes les possibles causes de diarrhée chronique intestinale qui vont regrouper l'allergie alimentaire, qui vont regrouper la dysbiose intestinale, donc l'altération de la flore, et qui vont probablement regrouper également la réponse à un traitement immunomodulateur. Mais cela pour vous dire que MICI ne signifie pas
une maladie à médiation immune primaire qu'il faut traiter avec de la cortisone. Et d'ailleurs, les études nous le disent, en Angleterre, on parle de causes, dans les pays anglo-saxons, on parle de causes inflammatoires, mais vous voyez que parmi les causes inflammatoires, il y a l'allergie alimentaire, il y a la diarrhée qui répond à un antibiotique, et il y a enfin la IBD, qui est la vraie gastroentéropathie répondant à un traitement immunosuppresseur. Si l'on veut garder ce terme de Mickey, rappelons-nous alors les acteurs qui vont rentrer à l'intérieur de ce syndrome qui va finalement provoquer une diarrhée chronique. Alors nous avons tout d'abord le microbiote, alors c'est extrêmement à la mode et c'est vraiment fascinant ce domaine. Quand on parle de microbiote, on parle en gros de l'ADN des bactéries intestinales. Quand on parle de microbiome, on parle de l'ADN de tout ce qu'il y a dans l'intestin. Il y a encore les parasites, les virus, les algues qui normalement sont là-dedans. Et regardez chez le chien, dans le microbiote, donc parmi les bactéries qui normalement sont présentes dans l'intestin, il y a du Clostridium, il y a de Escherichia coli, il y a des bactéries qui pour nous sont méchantes, mais qui en fait font partie de cette flore saine chez notre animal. Et ce microbiome, et le microbiote en particulier, il régule énormément de choses dans la prolifération des cellules de l'intestin lui-même, c'est-à-dire l'intestin il ne peut pas vivre sans son microbiote, sans son microbiome au sens large. Et surtout, ce microbiome, il va nous protéger de la colonisation d'agents pathogènes extérieurs. Cela pour vous dire qu'il faut le protéger, ce microbiote. Métagénome, c'est un gros mot, moi j'adore aussi les gros mots, signifie uniquement quelle est la fonction de ce microbiote. C'est de tout d'abord digérer les glucides. Donc pourquoi je vous dis meat and facts? Parce que ce n'est pas vrai que nos animaux, c'est des carnivores stricts, qu'il faut qu'ils mangent tout sauf que des céréales. Ils ont besoin des glucides. Ce microbiote, il se nourrit des glucides. Il faut nourrir le microbiote. Déjà, quand vous avez un propriétaire qui arrive en consultation avec une diarrhée chronique et qui donne une alimentation sans céréales, vous avez très probablement déjà la réponse, changez-lui d'aliment. Et bien sûr, il a d'autres fonctions dans le maintien de la barrière épithéliale, la régulation de la motilité intestinale et la stimulation de facteurs anti-inflammatoires. Et ces dernières fonctions sont assurées par la production d'acides gras qui eux-mêmes nécessitent la digestion des glucides. Parmi les bactéries sous microbiote, il y en a une, c'est Clostridium iro. Alors je ne sais jamais le dire, en gros c'est un Clostridium. Alors lui il est extrêmement gentil mais extrêmement fragile. Sachez que cette bactérie c'est, disons, une des premières qui va nous défendre et défendre nos chiens contre la diarrhée, qui va éviter le développement d'une diarrhée, puisqu'en gros, elle transforme les acides biliaires primaires qui arrivent de l'intestin grêle dans le côlon en acides biliaires secondaires qui sont plus gentils. Et sachez que cette bactérie est la plus sensible aux antibiotiques. N'importe quel antibiotique, vous allez la ravager, vous allez la dépléter, et donc, automatiquement, vous allez avoir une diarrhée. Et en plus, elle est importante parce qu'elle a d'autres effets, dont des propriétés anti-inflammatoires et un effet hypoglycémiant. Si on passe à d'autres acteurs, c'est l'hôte lui-même, donc le chien qui sait également se protéger vis-à-vis d'une diarrhée, qui sait éviter l'arrivée d'une diarrhée à travers différents mécanismes, dont la motilité intestinale, dont les sécrétions pancréatiques, dont les sécrétions gastriques. Et bien sûr, toutes ces fonctions dépendent de l'alimentation, puisque l'intestin, ce qu'il fait, c'est de digérer et d'absorber. Et vous voyez que dans la pyramide, les causes les plus fréquentes de diarrhée, de nouveau, sont les causes alimentaires, comme je disais tout à l'heure, puisque c'est l'antigène, par définition, contre lequel l'intestin va combattre si ce n'est pas un bon antigène, s'il n'arrive pas à le digérer. Encore, il y a l'environnement. Et dans l'environnement, il y a les fameux antibiotiques. Regardez cette étude et regardez surtout l'équipe qui travaille énormément sur ce type d'étude de Dan Chudowski, qui pour moi c'est un héros de la gastroentérologie. Regardez les chiens auxquels on a donné un antibiotique, le métronidazole, le fameux Flagyl, ou un Késium, ou je ne sais pas quoi d'autre, parce qu'il avait une diarrhée de 3 jours, et ben on lui a détruit le microbiote, alors que si on avait donné tout simplement une alimentation spécifique, si on avait donné du psyllium, tout simplement, et ben on aurait évité tout cela, et la diarrhée serait résolue même plus rapidement. Il y a une dernière étude qui vient de sortir qui nous dit que l'alimentation est supérieure aux antibiotiques dans la régulation de transit de les diarrhées aiguës. Et pourquoi cela c'est important dans la diarrhée chronique? Puisque plus de fois notre chien va avoir un antibiotique pour des accès aigus de diarrhée, plus il a un risque par la suite de développer une maladie intestinale chronique. Et je ne parle pas de Mickey. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que vous avez un jardin qui est magnifique, que vous avez ravagé, qu'on a ravagé avec des antibiotiques. Et du coup, par la suite, ben, la flore n'est plus la même parce que bien sûr, il vient quelqu'un coloniser ce jardin qui est devenu horrible
mais va le coloniser à sa sauce. Et cette sauce, c'est pas belle. On passe à un autre acteur, c'est le système immunitaire de l'intestin lui-même, qui lui interagit énormément avec ce microbiote. Et donc, s'il le reconnaît comme normal, tout se passe bien. Il y a les lymphocytes Treg qui sont là, qui nous défendent, qui sont gentillissimes. Mais par contre, s'il ne le reconnaît plus comme gentil, et bien alors là, il va y avoir une réaction inflammatoire qui est presque épouvantable parfois, et donc ces épaississements monstrueux qu'on peut arriver à voir dans les gastroentéropathies chroniques. Et donc, je me suis amusé à faire un petit schéma. En gros, là, on est dans une situation physiologique. Nous avons notre paroi intestinale, et à l'intérieur de notre lumière, il y a des bactéries, sont gentilles, il y a Clostridium, notre ami, là-dedans, tout se passe bien. Sauf qu'il y a de façon continue des choses qui arrivent dans notre intestin qui vont stimuler à la fois la muqueuse intestinale et notre flore, ces bactéries qui peuvent être les médicaments, je remets l'accent sur l'antibiotique, mais également des virus, un chien qui fait une parvovirose, l'aliment, également des parasites. Souvent, on se rend compte, on se dit, les gens nous disent qu'il a eu Giardia plusieurs fois dans le passé, maintenant je me retrouve avec une gastroentéropathie chronique. Eh bien, dans ce cas-là, en fait, on va changer, tout cela, ça change la flore intestinale, donc le microbiote, qui finalement devient méchant. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la paroi devient épaissie, que les cellules qui normalement étaient là-dedans, les lymphocytes B, les lymphocytes T, les cellules dendritiques, changent de place, elles s'en vont vers la muqueuse, et les jonctions serrées, qui finalement étaient toutes petites, et qui servaient à absorber un petit peu, là, elles sont complètement ouvertes, et donc là, maldigestion, malabsorption, vous avez la totale. Sauf que ça, attention, si vous allez faire des biopsies dans un intestin, ça se passe dans tous les cas. Un chien qui a une allergie alimentaire, il aura exactement les mêmes résultats, l'examen histologique de vos biopsies, qu'un chien qui a une gastroentéropathie qui nécessite d'un immunomodulateur. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Le seul facteur commun qui ont ces animaux, c'est l'altération du microbiote. Là, oui, c'est pareil partout. Et donc, comment j'approche ma diarrhée chronique? Si c'est un jeune animal et qui a des signes digestifs depuis le jeune âge, je vais bien sûr faire un bilan de base, qui est l'analyse de sel, le bilan sanguin urinaire pour interpréter la biochimie, et l'échographie abdominale éventuellement. N'oublions pas folate et cobalamine. Éventuellement acide biliaire et cortisol basal, ça dépend de la clinique. Si je n'ai pas d'anomalie, je les change d'aliment. Si j'ai une hypoalbuminémie, alors là, je vais un peu plus rapidement peut-être à faire des biopsies digestives. Et si j'ai une hypoalbuminémie, je m'intéresse à rechercher une entéropathie exudative, donc d'autres signes d'affection digestive. Si en revanche mon animal est adulte, je fais le bilan de base comme chez mon jeune, j'y fais toujours une échographie abdominale. Si je n'ai pas d'hypoalbuminémie, j'essaye d'abord un changement alimentaire. Si j'ai une hypoalbuminémie ou si mon changement alimentaire n'a pas marché, je vais aux biopsies. L'alimentation. L'alimentation, je vais l'utiliser en première intention chez les jeunes animaux et c'est chez les animaux qui présentent surtout des diarrhées du côlon. L'atteinte générale est rare, elle peut être présente dans les diarrhées mixtes et dans ce cas-là, il y a des études qui nous le disent, effectivement, le biome, c'est une bonne alimentation. Et il contient de psyllium, je vais nourrir ma flore intestinale, je peux l'utiliser en première intention. Si je suis plutôt dans un contexte d'inflammation due à la nécessité d'avoir des immunosuppresseurs, là je mets également de l'alimentation. Si je n'ai pas d'hypoalbuminémie, je choisis une gamme hypoallergénique ou des aliments, une alimentation ménagère, mais des études nous disent que cette dernière est plus chère sur le long terme. Si j'ai en revanche une hypoalbuminémie, je choisis une alimentation pauvre en graisse. Bien sûr, il y en a plusieurs, mais faites attention. Si vous suspectez qu'il y a à la fois une composante d'allergie alimentaire et à la fois une hypoalbuminémie, privilégiez une alimentation qui est à la fois hypoallergénique et pauvre en graisse. Il n'y en a pas 30 000, il n'y en a que 2 gammes malheureusement qui pour l'instant la proposent, ou la ménagère. Si j'ai besoin d'immunosuppression, les molécules, il y en a plein, on a tendance à utiliser la prédnisolone. Ce qui est dit, c'est que la cyclosporine, je peux l'utiliser, elle a l'air de marcher. Ce qui est dit, c'est que le budesonide, finalement, si vous voulez, utilisez-le, mais ça ne va pas vous protéger des effets secondaires de la cortisone, dont les papiers sont exactement les mêmes et l'action est exactement la même. Donc moi, perso, je préfère utiliser de la prédnie. Enfin, si vous arrivez à devoir utiliser du chlorambucil, il faut le privilégier peut-être à l'azatioprine parce qu'il semblerait marcher mieux quand on le couple à la prédnisolone. Et le propriétaire, il va demander, mais est-ce que c'est grave ce qu'il a mon animal ? En théorie, non. Le pronostic au long terme est bon, mais si vous avez une hypoalbuminémie, c'est un facteur pronostic négatif. Ces animaux ont tendance à récidiver plus fréquemment.
Le pronostic dépend de la réponse initiale au traitement. Si l'animal n'a pas tendance à répondre, ça va être plus difficile par la suite. Certains chiens échappent au traitement, ils vont super bien pendant des mois avec la prédnisolone et d'un coup, poum, ça récidive malgré que vous n'ayez pas baissé les doses. Là, peut-être il faut changer de molécule. Et certains chiens nécessitent un immunomodulateur à vie, d'autres le temps de trouver la bonne alimentation de nouveau, donc pas forcément à vie. Et enfin, une transformation tumorale maligne est possible, a été décrite plutôt chez le chat que chez le chien, mais elle reste quand même rare. Rappelez-vous que si vous oubliez la vitamine B12, elle peut être à elle seule la cause d'une diarrhée qui persiste malgré le bon traitement. Enfin, l'antibiothérapie, elle n'a pas vraiment de place. Elle a de place de la colite granulomateuse, c'est une entité de Escherichia coli qui s'enfonce dans la paroi du côlon. Elle a une place si vous avez une bactérémie ou une péritonite parce que ça a dépassé la barrière. Et jamais on continue. Et vous voyez une autre étude, il est mieux de donner la prédnisone toute seule que le métronidazole, puisque le métronidazole, en gros, ne servait à rien dans cette étude. Les probiotiques, moi je suis désolé de casser un mythe, il n'y a aucune évidence scientifique aujourd'hui que les probiotiques marchent chez les chiens avec diarrhée chronique. Il y a quelques études dans les diarrhées aiguës, surtout virales, qui disent que ça peut aider, mais en diarrhée chronique, aucune revue, il n'y a pas de consensus, mais aucune revue est arrivée à dire oui, ça marche. Donc moi, personnellement, si j'ai des contraintes économiques, je privilégie l'alimentation que les probiotiques, puisque je n'ai pas d'évidence. Et si je suspecte une dysbiose, qu'est-ce que je fais? Je peux la confirmer. Probablement oui, avec les folates et la B12. J'ai tendance à avoir une baisse de la B12, une augmentation des folates, mais pas toujours. Mais rappelez-vous encore que faire une culture fécale sur une diarrhée chronique, ça ne sert à rien. Vous allez trouver un coli, vous allez trouver un clostridium, ça fait partie de la flore de votre chien. Et comment je manipule ce microbiote s'il est malade? Eh bien, les probiotiques ne marchent pas. Donc, si c'est une diarrhée du côlon, je vais essayer le bio, comme je vous disais après, puisque j'ai une évidence scientifique. Et sinon, j'ai aujourd'hui peut-être, puisque là encore, pas encore assez d'études pour le dire, si ça ne marche ou pas, une transplantation fécale. En conclusion, la diarrhée ne signifie pas que c'est le molle. L'absence de complémentation en B12 peut elle seule être la cause d'une persistance de diarrhée. La MICI n'est pas une maladie, mais un syndrome reflétant quelque chose qui se passe de plus large et dont vous devez chercher le diagnostic et l'origine. Le traitement de ces MICI n'est pas la cortisone, mais rappelez-vous qu'il peut être tout simplement l'alimentation. Oubliez les antibiotiques, bien sûr, et hormis la colitis ischiocytaire, et pas d'évidence scientifique de l'utilité d'un probiotique dans les diarrhées chroniques, je remets l'accent, privilégiez plutôt l'alimentation en première intention.